bonjour. Bonsoir Sylvain. Christophe, bonjour à nos invités. Merci à vous toutes et tous qui nous suivez. Désolé ce petit cafouillage de démarrage, mais c'est les aléas du direct. Et apparemment, j'étais à la une de toute cette émission, mais ce n'est pas moi qui vais bosser ce soir, c'est surtout Christophe et nos invités. Donc, le thème de la data, Christophe, plus que jamais au cœur des enjeux des entreprises. Oui, toujours aussi stratégique, si ce n'est de plus en plus. Et puis, une nouvelle phase. Enfin, alors, ça fait un moment qu'on le dit déjà, mais c'est de plus en plus vrai. L'époque, c'est terminé. Place à l'industrialisation, au passage à l'échelle. Mais toutes les entreprises n'y sont pas. On a la chance ce soir d'avoir des grands témoins qui ont travaillé sur des projets à l'échelle et industrialisés. Et puis des partenaires, effectivement, hein, donc Pure Storage, Cognizant, Commvault et Click, qui n'est pas là ce soir, mais qui sera associé au guide qu'on va produire à l'issue de ce programme et de ce travail. Donc, sans plus attendre, je vais te laisser t'installer, prendre le relais avec tes invités. Oui, et puis juste rappeler que les internautes peuvent poser des questions. Elles seront traitées, abordées avec nos invités à la fin de l'émission. Alors, c'est presque le seul rôle que je veux avoir, hein, aussi, c'est de faire le lien avec vous, qui est à distance, et nos invités qui sont là. Donc, n'hésitez pas à rebondir, poser des questions. Installe-toi, le temps que tout se mette en place. Donc, n'hésitez pas, le chat est là, le module questions-réponses. Et puis, sans plus attendre, voilà, la relève est assurée. Bonne table ronde, hein, mesdames, messieurs. Merci à tous. Écoutez, je vais commencer par Marie. Donc, vous êtes la Chief Data Officer de Technip Energy. Vous êtes arrivée en poste en début d'année. Une de vos missions, c'est de créer, c'est de formaliser une stratégie data. Quelle sera, dans les grandes lignes, cette stratégie data? Sur quoi elle va le porter? Oui, alors cette stratégie data, en fait, on a fait un exercice collectif avec les métiers pour que cette stratégie, elle porte en fait les ambitions de l'entreprise. On a un groupe d'ingénierie et de projets autour de la transition énergétique. Et on a axé cette stratégie sur 3 axes principaux. D'abord, les nouveaux services, ce qu'on peut proposer de nouveau aux clients en utilisant la data et l'intelligence artificielle. Ensuite, la performance opérationnelle, ce qu'on veut améliorer dans ce qu'on fait déjà dans nos expertises grâce à la data et l'IA. Et enfin, sur le développement durable, qui est un axe fort dans notre entreprise, comment la data et l'IA vont venir en support de nos objectifs RSE. Merci. David Guyot de Suideroux, vous êtes le patron en fait de la transformation numérique, si on peut le présenter ainsi, chez AXA France. La transformation data, c'est quelque chose qui est déjà engagé depuis un certain temps. Vous avez encore renforcé vos équipes avec l'arrivée de Shafika Chetaoui au poste de Chief Data Officer. Quels sont vos grands enjeux aujourd'hui sur la data? Comment vous pouvez passer un nouveau cap de maturité? Bonsoir Christophe et toutes et tous. Si on prend un tout petit peu de recul, finalement AXA, on est une boîte qui a des belles forces, on a des produits qui sont reconnus, on a une belle marque, on a des réseaux de distribution. On parlait juste avant le démarrage par exemple de notre réseau d'agents généraux, on a d'autres réseaux de distribution, donc une distribution qui est forte. Et on est maintenant depuis quelques années, effectivement, en matière de données et de technologie, on a mis de l'énergie, donc on a pris une certaine avance. Maintenant, finalement, notre enjeu majeur, c'est de bien utiliser la technologie et la donnée pour apporter des belles expériences à nos clients. Par exemple, j'ai un smartphone, j'ai demain une tôle froissée avec ma voiture, je prends la photo de ma tôle froissée sur mon app, immédiatement j'ai une proposition d'indemnisation ou un routage vers le bon garage. Pour pouvoir faire ça, on est en chemin pour faire ça. Maintenant, je réponds vraiment précisément à votre question. On a 3 enjeux, en fait. Le premier enjeu, c'est un enjeu culturel, je pense que tout le monde a, c'est faire en sorte que les gens bossent ensemble sur ces sujets parce qu'on traverse tous les silos de l'entreprise. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de vitesse parce que les meilleurs, ceux qui gagnent, ce n'est pas ceux qui ont la meilleure technologie, la meilleure idée, etc. C'est ceux qui vont les plus vite. Voilà. Et ça, il faut qu'on mette le collectif en route vers plus de vitesse. Et puis le troisième enjeu, c'est un enjeu là qui est plus technique, qui est un enjeu de propreté de données sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Mais sans données propres, on n'arrive à rien faire de bien. Donc voilà, culture, vitesse, propreté de données. D'accord, merci. Marie, je pense que vous vous retrouvez dans ce que présente David. Vous avez parlé de collectif, l'un et l'autre. C'est quelque chose d'important, ce qui suppose une culture. Et cette culture, ce collectif, ça doit aider aussi à concevoir des cas d'usage. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme cas d'usage dans une entreprise comme Technip Energy ?
Alors des exemples de cas d'usage en cohérence avec notre stratégie, par exemple, dans ce qu'on peut proposer aux clients, c'est en partenariat avec eux, on va pouvoir travailler sur l'optimisation des usines et également une meilleure prédiction des besoins en maintenance au sein des usines. Sur ce qu'on peut améliorer nous en interne dans ce qu'on fait, par exemple, on peut aller mieux prédire les estimations sur nos réponses aux appels d'offres, déjà en analysant automatiquement les appels d'offres grâce à des technologies NLP et de la reconnaissance de texte, et ensuite en automatisant une partie des réponses sur la base des appels d'offres précédents. Et puis enfin sur l'aspect développement durable, décarbonation, on travaille sur un cas d'usage intéressant de recherche opérationnelle. Sur l'optimisation du fret, optimiser les trajectoires des navires et leur chargement, ce qui conduit à une réduction des émissions carbone qu'on est en capacité de mesurer. D'accord. Donc les cas d'usage, c'est important, mais il y a aussi la manière d'exécuter, de les mettre en œuvre. C'est quoi la bonne méthodologie selon vous, ou telle que vous la mettez en œuvre chez Technip? Alors, ce qu'on a construit, on est en train de mettre en œuvre là, une méthodologie qui nous permet d'avoir un cadrage business des cas d'usage, savoir quel impact on attend en termes de valeur, en termes de revenus ou d'économie. Ensuite, un cadrage technique. C'est des notions de data engineering qui sont importants, qu'on veut vraiment mesurer et prévoir l'industrialisation très en amont en fait, des cas d'usage, avec une approche data product qu'on essaie d'avoir aussi, c'est-à-dire vraiment penser non seulement à l'industrialisation du cas d'usage, mais à sa réplication dans le futur. Donc ça, c'est des notions de data architecture et engineering qu'on essaie d'avoir très en amont. Et ensuite, on a, très simplement, on a un backlog partagé entre les métiers, l'IT et nous, le data office, pour suivre l'avancement à travers toutes les phases un peu classiques en méthode agile, donc POC, MVP, scaling up et la phase de production et de run ensuite. Merci. David, vous avez esquissé un petit peu en parlant de l'application sur mobile pour estimer la tôle froissée. Il y a d'autres cas d'usage comme ça dans l'assurance, dans votre entreprise, qui permettent de créer de la valeur pour le business? Alors, donc, oui, en fait, donc, il y en a énormément. Alors, on a une particularité dans l'assurance, c'est que par définition, tout est construit sur de la donnée, quoi. Je veux dire, d'ailleurs, je le dis de temps en temps, les premières tables de mortalité, c'était Halley qui les a inventées, donc celui de la comète de Halley qui a fait ça pareil, donc c'était en 1693, et donc l'assurance s'est développée depuis sur cette base-là et d'autres bases, mais donc by design, il y a de la donnée au cœur de tout. Alors après est venu plus récemment le big data puis l'IA, et donc quels sont les types de cas d'usage? Donc il y a une première famille de cas d'usage que tout le monde va tout de suite comprendre, c'est mieux faire des prix. D'accord ? Si j'ai de la bonne information sur mes clients, leur accidentologie, mais aussi qui ils sont, ce qu'ils aiment moins, etc., je peux faire un meilleur prix qui est adapté à leurs risques ou qui est adapté à leurs souhaits et donc leur capacité à churner, à résilier ou pas résilier. Donc c'est le sujet des prix. Et donc là, on a aujourd'hui sur notre data lake des prix qui tournent de façon extrêmement à la volée en permanence, là où avant on ne le faisait qu'une fois tous les 2 mois ou tous les mois. Maintenant, en permanence, on a des prix qui tournent. Donc ça, c'est le premier type de cas d'usage. Le deuxième type de cas d'usage qui fait écho à ce qui a été dit sur l'efficacité de l'entreprise, c'est faire en sorte que les processus dans l'entreprise soient plus efficaces. Donc là, on rejoint d'ailleurs la notion de transformation de l'entreprise. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis chez nous la technologie, le digital, la donnée et la transfo ensemble. C'est le mandat que je porte. Et donc, par exemple, c'est ce que je peux prendre comme exemple de processus. Si on reçoit tous les ans des millions d'emails de nos clients qui nous écrivent pour nous dire « je voudrais ceci ou je voudrais cela », avant, il y avait des managers qui prenaient le mail et qui disaient à qui je le remets, parce qu'on ne savait pas, parce que le client il n'écrit pas nécessairement à la bonne personne. Mais là, on a une IA qui va interpréter le mail et dans plus de 90% des cas bientôt, l'amener à la bonne personne au bon moment. Donc, c'est plus efficace pour la boîte et ça permet d'apporter un meilleur service au client. Puis après, on a une troisième famille de cas d'usage, après le prix, l'efficacité de l'entreprise, c'est la qualité
de l'expérience qu'on apporte à nos clients. Donc, je donnais tout à l'heure l'exemple de la tôle froissée, donc on interprète avec une image et on donne tout de suite une réponse. Un autre beau type de cas d'usage, c'est en matière de santé. On est chez AXA, donc un des plus gros assureurs de santé des salariés de grandes entreprises, petites ou grandes d'ailleurs. Et aujourd'hui, on a, grâce à une norme de place qui s'appelle la DSN, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, ça a peu d'intérêt, mais qui permet d'échanger des données sur les salariés des entreprises. C'est une quantité d'informations formidable, alors qui est évidemment anonymisée, mais qui va permettre d'apporter des super services. Par exemple, le salarié tombe en arrêt de travail, avant même qu'il nous le déclare, on le sait, et donc on est capable de déclencher le paiement des indemnités, par exemple. Ou, de façon, cette fois-ci, globalisée et anonymisée, on est capable d'aller voir le DRH de la boîte et lui dire, ben voilà, dans votre entreprise, vous avez un taux d'accident du travail ou un taux d'arrêt de travail qui est de temps par rapport à votre secteur, puisqu'on a les boîtes du secteur aussi. Et donc, on est capable non seulement de faire de l'assurance, de payer, de faire le payeur, mais aussi d'être partenaire, c'est-à-dire donc de ce qu'on appelle dans notre jargon from payer to partner, d'arriver avec un service à valeur ajoutée, un conseil au DRH grâce à la donnée. Donc voilà, trois familles, le prix, l'efficacité opérationnelle et puis le service au client. D'accord, 3 domaines qui créent de la valeur d'une manière ou d'une autre. De la valeur très importante pour l'entreprise. Ouais. D'accord. Il y a un sujet qu'on a évoqué déjà, vous-même David, c'est la culture data qui permet, qui contribue directement à faire émerger des cas d'usage, à faire monter un peu le niveau de maturité des différentes personnes dans l'entreprise, hein, pas seulement les spécialistes de la data pour la démocratiser. Comment vous avez abordé ce sujet de la culture, de la culturation dans l'entreprise ? En fait, chez Technip Energy, on considère que la data, c'est le sujet de tous. Donc, on est un groupe de 15 000 personnes réparties dans 34 pays dans le monde, mais il faut que chacun soit à l'aise sur les sujets de la data. Donc, on l'adresse de manière différente selon les familles de postes. Dans les choses qu'on a pu faire, on a fait une Learning Expedition avec notre top management, ce qui a marqué aussi vraiment leur intérêt pour le sujet. On a passé un jour et demi à parler data, à avoir des intervenants qui sont venus présenter ce qu'ils faisaient dans leur entreprise, comment la data et l'IA contribuaient aussi à leur performance dans leur entreprise. De manière plus large, on a travaillé sur un data manifesto, donc ça a été un travail collectif pour traduire en fait les valeurs de l'entreprise sur la donnée. Ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à diffuser très très largement dans l'entreprise. Et puis sur des choses beaucoup plus expertes, on a mis en place un programme de formation pour des futurs data scientists en interne, avec un appel à candidature. On a eu plus de 270 candidatures et on en a sélectionné 20 qui ont intégré ce programme et qui sont aujourd'hui mentorés par des data scientists plus seniors. Voilà un peu les actions qu'on met en place autour de la data. D'accord. Donc du reskilling et de la culture pour tous, qui est une manière de démocratiser. Je sais que David, il y a un sujet qui vous tient à cœur aussi dans ce volet de démocratisation finalement de l'usage des données, de leur rendre accessible, c'est la self-BI. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ça vous paraît c'est à ce point important et comment vous rendez la donnée plus accessible aux utilisateurs, quels qu'ils soient ? Bien sûr. Pour moi, le sujet, finalement, c'est en permanence de passer de l'expérimentation à l'impact. Voilà, et donc, je prends souvent l'image d'un canyon. On est en haut d'un canyon. Il y a des gens qui expérimentent, qui mettent les pieds dans l'eau. Et puis, en bas, ceux qui sont en bas du canyon, parfois regardent ceux qui sont en haut de façon un peu cynique en disant « Qu'est-ce qu'ils font là-haut ? Nous, on sait de quoi on parle. » Donc, il faut en permanence faire ce chemin de l'expérimentation à l'impact. Et pour faire ça, il faut essayer d'avoir des cas d'usage qui soient impactants, dans lesquels on implique de plus en plus de monde. Donc, quand on a démarré par exemple avec les cas d'usage de type pricing dont je parlais tout à l'heure, parce que c'était proche de nos bases, c'est proche de ce qu'on savait faire. Et donc là, on avait typiquement une quinzaine d'actuaires qui travaillaient entre eux pour faire le pricing dont j'ai parlé. Ensuite, on est allé vers des cas d'usage beaucoup plus vastes et utilisés par beaucoup plus de monde. Je peux prendre un exemple. Quand vous avez un de nos conseillers qui va voir un boulanger pour souscrire une flotte automobile, il vient avec sa tablette et avant il devait rentrer 75 points de données sur les 3 véhicules
de la flotte auto qui souscrivait pour l'assurer. Maintenant, avec un seul numéro, qui est le numéro de SIRET, ça appelle le fichier d'immatriculation de la préfecture et immédiatement ça fait un prix. Et donc là, de ce point de vue-là, du coup, la donnée, elle est utilisée et on a plusieurs milliers de conseillers qui tout d'un coup voient son impact. Et puis, troisième type de cas d'usage, et là maintenant on est en bas du canyon et on commence à avoir vraiment un impact fort, c'est précisément le BI. Parce que là, vous commencez à avoir des dizaines de milliers de gens qui s'en servent. Et donc, on a effectivement un très très gros effort sur le sujet. On est par exemple un acteur important en matière d'épargne. Et en épargne, vous avez une quantité incroyable de données dont tous les gens dans l'entreprise, les actuaires, les financiers, les conseillers, etc. ont besoin. Et grâce au système de Self-BI qui fonctionne techniquement sur des couches du type Power BI pour ceux qui connaissent, sur ensuite branché sur le Data Lake, mais peu importe que ce soit Power BI, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une couche fine qui est utilisable par des gens qui ne sont pas des data scientists, qui est branchée sur un Data Lake. Mais ça permet à des milliers de personnes finalement de s'acculturer à la donnée et de l'utiliser de façon très, 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 très pragmatique. Donc voilà, une descente de canyon. Et en permanence, en cherchant l'impact, au début, il y a peu de gens impliqués, puis après, un plus grand nombre, et puis enfin, tout le monde. Et le Self-BI, c'est un très bon exemple où un très, très, très grand nombre de personnes sont impliquées. D'accord, merci. Sylvain, ça va être le moment d'aborder la discussion avec certains de nos partenaires. Tout à fait, on va commencer avec Olivier. Oui. Olivier Mallet, bonjour. Alors, Olivier, vous êtes practice director du sujet data, intelligence artificielle et analytics au sein de Cognizant. Alors, on a la chance d'avoir deux témoins pour qui le sujet a été pris à bras-le-corps, à une vraie maturité d'organisation et puis beaucoup de chantiers qui s'ouvrent devant eux. Et merci encore de jouer le jeu avec nous de cet échange. Mais Olivier, au regard du regard que vous portez sur l'ensemble des organisations que vous accompagnez, est-ce que c'est le reflet de la réalité de toutes les organisations françaises et comment ça se situe un peu ce niveau de maturité en fait? Alors, bonsoir à tous. Avant de répondre, je vais juste introduire Cognizant pour ceux qui ne connaissent pas, parce bien qu'on soit une grosse entreprise, pas toujours très connue en France. Donc, nous sommes une entreprise de services numériques de 340 000 personnes dans le monde et nous accompagnons effectivement les clients qui sont très globalisés sur leur transformation numérique. Alors, pour répondre à votre question, j'aimerais invoquer une étude internationale que nous avons publiée récemment sur notre site web qui s'appelle Future Ready Business, que nous avons fait faire par The Economist et qui a interrogé 2000 cadres dirigeants dans le monde sur les géographies Europe, Amérique du Nord et Asie-Pacifique. Et on leur a posé la question quelles étaient les priorités dans la transformation numérique, donc très largement. On a eu en numéro 1 le cloud, en numéro 2 l'IoT et en numéro 3 seulement la data, le big data et analytics. Et si vous voulez chercher l'IA, en fait, elle est positionnée en numéro 6 derrière le RPA et derrière Hybrid Serverless. Alors pourquoi cette différence et ces deux niveaux? C'est parce qu'il y a effectivement un gap de maturité qui est nécessaire à franchir et on ne peut pas faire de l'IA à plein tant qu'on n'a pas résolu le problème du big data et de l'analytics qui va avec. L'analytics étant assez proche finalement de la BI assez classique que l'on utilise. Et donc ce que je veux dire par ce témoignage, c'est que finalement la maturité sur ces trois plaques géographiques, en moyenne, elle est partielle. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que la trajectoire vers la maturité transformation data, on ne sait pas où elle s'arrête. On est aujourd'hui à un certain point, on sait qu'on va avoir des disruptions énormes sur tous les métiers, donc on connaît les premiers jalons, on ne connaît pas les jalons futurs. Pour venir plus directement à votre question sur la France, en fait, ça va dépendre. Nous, on travaille avec des entreprises très différentes. Chaque entreprise a son histoire, sa taille, sa culture. Et puis, surtout, il y a l'influence du secteur. Le secteur, on a tout à l'heure parlé de l'assurance qui est née dans la data. Effectivement, tous les secteurs très réglementés, l'assurance en particulier, mais les banques et la santé également, sont des entreprises qui travaillent au quotidien avec de la donnée, qui ont donc une forte facilité, je dirais, à mettre en place le cadre de gouvernance de la donnée. En revanche, ils sont parfois, alors je ne parle pas pour AXA, mais ils sont parfois un peu plus timides pour aller vers la transformation cloud ou pour aller vers des stacks technologiques très innovants. À l'inverse, on a des boîtes plus dites d'ingénieurs qui font des métiers d'ingénierie, des métiers de réseau, etc., qui eux sont un peu moins
capables de gérer les complexités organisationnelles, notamment sur la data quality, mais qui sont très bons sur la mise en place des derniers stacks techno et qui vont mettre de l'open source, développer, faire du développement interne, ce genre de choses. Et dernier exemple, dans le retail est très focalisé sur le business. Et eux, ils sont capables de développer des use cases d'IA très très pointus. Pricing dynamique est un exemple effectivement qu'on retrouve souvent dans le business. La supply chain aussi, qu'on retrouve chez Technip. Mais pour autant, ils n'ont pas forcément la nécessité de mettre en place tout le reste, tout le cadre de data governance. Donc voilà, maturité partielle suivant les secteurs. Alors, on voit, il y a cette maturité et directement associé à ça, il y a le sujet de la gouvernance. C'est du décilotage, de l'organisation elle-même. Et aujourd'hui, comment voyez les pratiques évoluer sur ces enjeux-là en fait? Alors la gouvernance, c'est un terme qui est très large. Ce que je voudrais, je pense qu'on en a parlé précédemment, on voit bien que c'est une dimension de conduite du changement et à l'échelle de l'entreprise. Donc il y a cet aspect très très complexe. La France est très forte pour l'innovation. On a plein de start-upers, on a plein de créateurs d'entreprises. Dans la data en particulier, je peux rappeler que Snowflake, Dataiku, Business Objects, si on remonte un petit peu dans le passé, ont tout été créés par des Français, et j'en oublie, Talend, Saji, etc. Donc on est très fort sur l'innovation, on est un petit peu moins fort sur la conduite du changement. Donc on a des organisations qui résistent un peu plus. Et si vous posez la question de quelles sont les causes des blocages qu'on peut parfois observer sur la gouvernance, le premier classiquement c'est je dirais les problématiques de compétences. Si vous parlez à un centre d'excellence BI qui a fait depuis 20 ans du Cognos et que vous lui parlez de Spark et de Python, ils vont avoir peur, ils ne vont pas être moteurs de votre transformation. Donc le reskilling est évidemment adapté dans ce cas-là. Il y a un cas qui est fréquent aussi, qu'on voit chez pas mal de nos clients, qui est un problème d'alignement entre l'IT et les métiers. Ça peut être lié à un rapport de force qui n'est pas résolu entre les deux. Ça peut être aussi lié à une problématique de déséquilibre, l'un qui est trop fort par rapport à l'autre et l'autre n'arrive pas à le suivre. Et c'est important que les deux, business et IT, soient alignés et soient vraiment en phase pour que la transformation soit efficace. Après, il y a des raisons, d'autres raisons pour lesquelles ça peut ne pas bien fonctionner. C'est l'absence d'une vision et d'une roadmap publiée et partagée. Elle peut exister mais n'être pas partagée, dans ce cas-là, ça ne sert pas non plus. Et le dernier écueil qu'on peut rencontrer, et je le vois chez certains de mes clients, c'est le problème de sponsorship. Si on a un Chief Data Officer mais qu'on n'a pas derrière le niveau qui va bien pour obtenir les budgets et l'activation de la roadmap, ça peut ne pas fonctionner aussi. Alors, pour mettre en place des bonnes pratiques et traiter ce sujet de la mise en place de la gouvernance, je pense que l'essentiel a déjà été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut une vision et une roadmap qui soit très large, qui couvre plusieurs volets. Il n'y a pas juste la technologie c'est sûr que c'en est un, mais il y a aussi le volet culture, on l'a dit, il y a le volet skilling et compétences. Il y a aussi le volet que moi j'aime bien, c'est le volet de la valeur, mais qui se dédouble entre qu'est-ce qu'on veut faire avec la data et aussi comment je vérifie que j'obtiens bien la valeur que je cherche à obtenir. Donc un cadre de mesure de la valeur et de suivi de la valeur. Voilà. Et un dernier élément, donc sur des exemples de bonnes pratiques, parce qu'on ne peut pas donner une roadmap qui convient pour tout le monde, le self-service BI qui a été évoqué par David, c'est un très bon exemple effectivement de comment démarrer rapidement et traiter deux objectifs d'un coup, le problème de l'acculturation en même temps que le problème de la valeur. On crée de la valeur rapidement. Et puis un dernier exemple, c'est la gouvernance fédérée. C'est un modèle qui a vu le jour il n'y a pas très longtemps finalement. La gouvernance fédérée qui s'applique aussi bien à la data gouvernance qu'à l'architecture de données, qui permet de briser la complexité des grands groupes en travaillant plutôt à l'échelle des domaines qui sont soit des domaines métiers, soit des domaines de grands processus structurants de l'entreprise, et qui permettent d'avoir ce relais, cette marge de liberté au niveau de chaque domaine. Et ça débouche côté architecture sur le data mesh. Merci beaucoup, Louis. Alors, on a eu quand même des courbes d'expérience depuis même Aliancy fera ses 10 ans en fin d'année. Donc, on a quand même beaucoup d'organisations qui se sont, de par des problématiques de blocage, se sont re-questionnées. On voit là plein de chemins très passionnants. Christophe, je te laisse. Merci. Alors, Olivier a abordé un sujet qui est devenu une lubie pour moi et
Et pour être allé au salon Big Data la semaine dernière, c'est une thématique qui est beaucoup revenue, c'est le data mesh, avec un de ses piliers qui est la gouvernance fédérée. Vous, Marie, qui êtes une spécialiste de la gouvernance, voilà, dans vos différentes expériences, comment vous voyez ce sujet de la gouvernance fédérée, que ce soit dans une approche data mesh ou non, hein, sans que ça soit estampillé? Ça a de la valeur, ça a de l'importance, c'est quelque chose qui promet de pouvoir casser des silos qui restent encore parfois bien ancrés. Oui, en fait, pour moi, c'est la meilleure manière de faire la gouvernance des données. Effectivement, nous, on fonctionne par data domaine, par fonction. Enfin, les grandes fonctions sont réparties en data domaine. On les accompagne, mais vers l'autonomie, avec je dirais le socle, c'est le data catalogue. C'est ce qui va permettre qu'on va retrouver nos data, qui est honneur de quoi, etc. Donc, on inscrit les choses petit à petit dans le data catalogue, mais c'est clairement cette approche fédérée qu'on a pris pour donner de l'autonomie au métier. Hein. La data culture vient en support de ça aussi, mais nous, l'objectif, c'est de rendre les métiers le plus autonomes possible sur la data. D'accord. Et comment vous donnez envie de cette autonomie? Comment elle la stimule finalement cette envie d'autonomie, de participation à une gouvernance fédérée quand on parle de gouvernance, souvent c'est un peu l'épouvantail. Alors nous, en fait, on a démarré en allant voir chaque data domaine et en écoutant leurs douleurs. Voilà, donc c'était où est-ce que ça faisait mal. Et petit à petit, on a remonté des choses propres au data domaine. Donc on les accompagne dans le fait c'est souvent des problématiques d'accès aux données, de qualité de données par exemple. Donc on les accompagne pour améliorer ça. Donc voilà, là, ils ont compris que la data, on faisait le pivot entre l'IT et le métier, mais c'est un vrai sujet métier au départ. Donc c'est comme ça qu'on a embarqué les data domaines. D'accord, merci. Xavier Bandelois, vous travaillez pour Commvault. Pour vous, la gouvernance, vous l'appréhendez également sous l'angle de la protection des données. On entend beaucoup parler de menaces sur les données. Comment vous pourriez définir ces différentes menaces? Si vous deviez les classer, quelles seraient-elles? Alors, bonjour à tous. Alors, les différentes menaces, en fait, je pense que par rapport aux différents témoignages qu'il y a eu jusqu'à présent, la disponibilité, pour moi, c'est quelque chose qui, a priori, aujourd'hui, on parlait de faire des statistiques pour donner un prix le plus ajusté possible en fonction du moment présent. Si on n'a pas les données, on ne peut pas adresser ce prix à ce critère. Donc, la disponibilité des données, c'est quelque chose de très important, je pense, d'autant plus que dans ce marché-là, en fait, on travaille sur énormément de données. Donc on voit de plus en plus d'entreprises aujourd'hui qui vont sécuriser des masses et des masses de données, même si ça reste du data lake ou ce genre d'éléments. Bien sûr, la cybermenace, je pense qu'aujourd'hui tout le monde en entend parler, avec les conséquences financières, c'est quelque chose, il faut être capable de protéger ces données. Justement, par rapport à ça, j'entendais beaucoup parler autour de l'intelligence artificielle, le machine learning. En fait, on sert de cette technologie, nous, au sein de Commvault, pour détecter des comportements anormaux. Donc, on va se servir des données qu'on va récupérer ou des données qu'on va être capable d'aller appréhender, visionner quelque part, pour détecter ces problématiques, ces comportements anormaux et éventuellement prévenir de ces menaces. D'accord. Et je voulais ensuite aborder un autre point. On parle de protection des données, on pense aussi à conformité. Dans une entreprise comme AXA, la conformité, c'est une obligation réglementaire. Est-ce que la technologie, que ce soit de l'IA ou d'autres, peuvent aider les entreprises dans cette mise en conformité? Est-ce qu'il y a des moyens technologiques? Alors oui, tout à fait. En fait, quand on fait la protection de la donnée, on récupère la donnée déjà. Donc comme on la récupère, derrière cette donnée, on va être capable de la traiter. Le même principe que du machine learning ou de l'intelligence artificielle là-dessus. Si on prend l'exemple de l'assurance, en fait, on parlait tout à l'heure d'un numéro d'incident ou d'un contrat. Typiquement, ces éléments, ils arrivent par courrier, ils arrivent par mail, c'est scanné, ça arrive dans différents formats, dans des formulaires, dans des bases de données, etc. On va être capable, la protection de la donnée, enfin cette donnée qu'on maîtrise, en fait, on va être capable de l'analyser, de la lire et de l'indexer, forcément, puisque c'est notre métier, et donc de la consolider
et de la présenter aux différents métiers, aux différents utilisateurs. Un autre point aussi qui est, et je rejoins tout à fait ce que vous disiez sur la partie data owner. Aujourd'hui, on est capable de cartographier les données. Aujourd'hui, l'IT ne veut plus faire le ménage, entre guillemets, dans les systèmes des utilisateurs. Et en fait, on va être capable de déléguer cette partie en détectant, en trouvant les honneurs, les responsables, en fait, de ces BU métiers et de sanitiser, éclaircir, on va dire, ce périmètre de données. D'accord. Et il y a aussi, je pense, le sujet de l'anonymisation des données qui peut être important pour les traiter, parce que si, dans beaucoup de secteurs, voilà, c'est une obligation réglementaire. Oui, on en parlait tout à l'heure sur la partie notamment développement. Et en fait, dans ces secteurs, en fait, on a énormément de données, une grosse masse de données. Cette grosse masse de données, on va servir de technologie pour être capable de la dupliquer, sans pour autant dupliquer l'intégralité des données. En fait, on va être capable de simuler les données, mais en les dupliquant, on va être capable d'intervenir et d'agir pour anonymiser justement les noms, les numéros de sécu, etc. David, je voudrais justement revenir avec vous sur ce sujet de conformité. Il y a des cas d'usage où vous traitez beaucoup de données personnelles, et notamment par des data scientists qui ont besoin d'accéder aux données. Comment on arrive à combiner ce développement des usages par l'intelligence artificielle, notamment, et ces obligations de conformité? C'est une excellente question. En fait, d'abord, on a effectivement beaucoup d'obligations réglementaires. Donc une sur laquelle on travaille beaucoup en ce moment, c'est le Know Your Customer. Je vais y revenir très brièvement. Il y en a une qui est apparue avec le règlement RGPD européen, qui est d'avoir de la donnée uniquement celle qu'on est censé détenir pour la finalité pour laquelle le client nous l'a remise. Donc sur le Know Your Customer, je vais prendre cet exemple-là. En fait, ça va dans les deux sens. Pour bien faire du Know Your Customer, et c'est un peu ce qui t'est dit tout à l'instant, la technologie aide énormément. Exemple, j'ai un client, il est en agence, il est face à un conseiller, il a donné sa carte nationale d'identité, parce que le Know Your Customer, c'est avoir la bonne adresse, avoir la bonne date de naissance, avoir le bon nom, le bon prénom. Pourquoi ? Parce que ça va permettre, par exemple, pour ceux qui connaissent moins bien ce sujet-là, savoir s'il est dans une liste de gens qui sont exclus au titre du financement pour le terrorisme, par exemple. Voilà. Et donc, j'ai ma carte d'identité, je sais la lire rapidement avec une IA, je sais l'interpréter, je sais immédiatement à qui j'ai affaire. L'intelligence artificielle m'aide à bien faire du Know Your Customer. Et dans l'autre sens, une fois que je connais bien mes clients, une fois que j'ai de la bonne donnée propre sur mes clients, que je suis sûr d'avoir le bon email, le bon numéro de portable, etc., eh bien, je peux faire des cas d'usage tels que ceux dont je parlais ou que les uns et les autres ont parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis en capacité de bien m'adresser à mon client et si c'est par exemple une famille qui vient d'avoir un enfant, et que j'ai la bonne information, je vais être capable de lui apporter un meilleur conseil que si je me trompe et que si je crois que c'est un retraité ou une retraitée alors que ce n'est pas du tout le cas. Donc on voit bien que ça va dans les deux sens. La conformité est aidée par la technologie et une fois que je suis conforme et que j'ai de la donnée propre, eh bien, en utilisant à nouveau la technologie, je peux apporter un meilleur service à mon client. Merci. Alors je voudrais qu'on aborde un type de données un peu particulier, c'est les données non structurées. On sait qu'elles sont très utiles pour un bon nombre d'algorithmes d'intelligence artificielle, notamment pour le NLP, mais il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, c'est des données qui sont souvent sous-exploitées et que c'est un vrai gisement. Sylvain, je te passe la parole. Eh bien oui, c'est surtout la parole de Clément maintenant, Clément Guidou. Donc Pure Storage. Effectivement, la donnée non structurée est un capital encore largement sous-exploité. Or, on sait qu'elle permet de multiplier le cas d'usage, surtout au niveau de l'IA. Donc, est-ce que cela change dans les organisations et quel cas d'usage développe-t-elle avec ces données aujourd'hui ? Alors effectivement, bonjour à tous. Aujourd'hui,
effectivement, il y a une maturité qui est totalement différente, et on l'a déjà évoqué, que ce soit dans les industries, mais que ce soit aussi dans les différentes entreprises. Donc Pure Storage, on est une entreprise, on fabrique des données, des solutions de stockage performants pour aider justement à stocker ces types de données, des données non structurées, et on va utiliser la performance aussi dans différents cas d'usage. Et donc on fait un peu, en travaillant sur, on va dire, un data hub, on offre aux entreprises une solution de stockage performant pour ingérer toutes ces données non structurées, et puis pour les traiter par la suite. Donc on a des entreprises qui sont à un niveau assez avancé, avec des data labs, des data factories, voilà, tous ces pôles de data bien identifiés, avec des budgets. On voit aussi les budgets qui se déplacent des budgets IT vers les budgets aussi data, et on a toutes ces personnes qui doivent cohabiter, donc l'IT, les métiers, la data. Plus le client est entre guillemets mature, plus les entreprises sont matures, plus on va avoir une définition de besoins assez importante de la part des métiers qui vont dire voilà quel type de données non structurées on va déjà devoir stocker, parce qu'en fait derrière les métiers ils ont un réel intérêt de ces données, et de temps en temps les data scientists ont besoin d'historiques, par exemple 20 ans, 30 ans, ou alors même ne serait-ce qu'une semaine, et donc il faut savoir, déjà il faut avoir stocké la donnée, et après il faut l'avoir traité du mieux possible. Et donc les cas d'usage qu'on rencontre le plus chez nos clients, on a un cas d'usage, et je vais faire la jonction avec mon collègue de Commvault, on a un premier cas d'usage qui est au niveau de la protection contre le ransomware. Déjà, le premier point, c'est garantir au client d'avoir une donnée fiable, une donnée qui ne sera pas corrompue. C'est le premier point, parce qu'on sait que toutes les entreprises se font attaquer. On doit garantir aux clients que toutes ces données non structurées, on va les stocker. Et même si les cybercriminels arrivent à se déplacer dans le réseau, on va avoir une donnée saine à restaurer. D'accord ? Donc ça, c'est le premier point. Et donc avec les plateformes de stockage performantes que fait Pure Storage, on a aussi toute la vitesse et ce qu'on appelle la restauration rapide en cas de ransomware. D'accord ? Donc ça, c'est un premier cas d'utilisation des données non structurées. Et après, il y a le deuxième cas où on parle de data hub, d'intelligence artificielle et de tous les sujets dont on a parlé, où on va avoir une multitude de cas d'usage en fonction de l'industrie. On travaille par exemple beaucoup avec l'industrie médicale, les hôpitaux, pour faire de l'étude génomique, donc par exemple la découverte de nouveaux variants de Covid. Et donc dans ces types de cas d'usage, on va faire l'étude sur de la vidéo, sur des images, sur du texte, sur tous ces différents types de données, on va faire des traitements et on va devoir accélérer ce temps de découverte, le temps de découverte par exemple d'un nouveau variant, et on va accélérer le temps de découverte en réduisant le temps de traitement. Donc ça, c'est un premier cas d'usage. On a d'autres cas d'usage, par exemple dans les assurances, dans les banques, où on va stocker des données type marché pour faire ce qu'on appelle du tick data. Donc on va stocker les données du marché et on va les corréler avec des données qui sont météorologiques, géopolitiques. Et donc avec toutes ces données, on va utiliser, donc les data scientists vont les utiliser pour faire des algorithmes pour avoir le meilleur investissement possible au meilleur temps. On fait aussi tout ce qui est credit scoring, donc on va enlever le biais humain et on va scaler à grande échelle des demandes de crédit avec des notations sur ces différents crédits. Donc on a vraiment, donc déjà la donnée non structurée est en pleine explosion, et on a vraiment des cas d'usage qui sont très importants. Et on a typiquement des sociétés comme Meta, Facebook, qui utilisent des technologies pour faire du NLP, pour faire d'autres types de traitements, et ils reposent sur l'expertise des sociétés type Pure Storage. Donc ceci dit, l'explosion des données, je pense que toutes les organisations doivent y faire face. On a un contexte aujourd'hui, au-delà du fait que beaucoup d'organisations, trop de données peuvent tuer la donnée aussi, ça vous y êtes confronté. Là, on a un contexte quand même de Green IT, de sobriété, d'impact, au sens large du terme. Donc comment aujourd'hui cette dimension-là, elle est traitée? Est-ce qu'on voit aujourd'hui des enjeux de mesure, d'enjeux de baisse, surtout sur la fracture aujourd'hui énergétique et l'empreinte carbone? Donc aujourd'hui, on en est où par rapport à cette prise de conscience, ces appels d'offres et la maturité des organisations? Alors, c'est un peu comme la data, la maturité des entreprises, on voit un peu tout.
Ce qu'on remarque, c'est que depuis 2-3 ans, les notes, donc dans les notes par exemple pour répondre à des appels d'offres, on voit que la partie Green IT, la partie environnementale, prend une part beaucoup plus importante. On a des sociétés sur les 12 derniers mois qui ont fait des choix et qui ont éliminé des solutions, quand elles font un RFP, elles éliminent des solutions sans regarder la technologie ni les prix, mais d'un point de vue environnemental. Donc ça, c'est des choses qui, il y a 10 ans, n'arrivaient pas souvent. Là, c'est vraiment la réalité. On le voit en perso et en pro, dans une crise énergétique, on a vraiment besoin, les entreprises ont vraiment besoin de solutions qui vont consommer moins, qui vont prendre moins de place, par exemple en data center. Et tous ces enjeux, on peut les amener avec des technologies assez récentes comme fait Pure Storage. Et un point Continuer à stocker plus de données, mais avec moins d'impact. Stocker plus de données sur effectivement, avec moins d'impact au sol, moins de mètres carrés, et aussi une consommation électrique plus basse. Et Pure Storage est assez leader dans ce domaine. Et on publie, je vous invite à aller voir, on publie beaucoup de white papers, de choses qui vont dans ce sens-là sur le Green IT. Et en fait, Pure Storage, donc c'est une société qui a maintenant plus de 12 ans, et on a un programme qui est technologique et commercial qui s'appelle Evergreen. Et en fait, c'est un programme et où on va changer les équipements, que ce soit matériel ou software sur nos solutions, tous les 3 ans. D'accord ? C'est-à-dire que pour le client, ils vont acheter une appliance de data, et pour le client final, ce qui compte, c'est d'avoir accès à la donnée. D'accord ? Le client, il veut toujours avoir accès à la donnée, pouvoir aller rajouter de la donnée, modifier la donnée et la mettre à disposition. Donc d'un point de vue technique, on va changer tous les équipements matériels et logiciels autour de ces appliances pour garantir déjà au client d'avoir toujours la génération actuelle et donc la génération qui va consommer le moins d'énergie et qui va être le plus dense à sa disposition. Après, vous allez me dire, effectivement, si c'est tous les 3 ans, on change les équipements matériels tous les 3 ans, on a un impact qui est pas forcément le bon. Et en fait, on réutilise tous ces matériels pour des solutions qu'on offre as a service. Donc, on va offrir un niveau de service avec ces matériels à des clients qui vont consommer, au lieu d'utiliser et d'acheter une appliance physique, ils vont utiliser un service et nous, on va garantir un service avec ces différents équipements. Merci beaucoup. Alors, effectivement, il y a pas mal de, il y a des questions qui ont été en réaction à cet enjeu de data mesh. Donc comment accompagner pour que chaque data domaine ne devienne pas un silo, par exemple en duplication d'objets métiers dans les formats de valeurs différents. Et lié à ça, donc ça c'était Gérard et Cyril complète. Comment avez-vous défini vos domaines, data domaines sur lesquels s'appuie le data mesh? Dans quelle mesure ces périmètres exposent-ils ceux de votre organisation business et dans quelle mesure, dans quel cas, ces frontières sont différentes et pourquoi? Donc là, je ne sais pas qui veut se prêter à la réponse. Peut-être la partie, le découpage par domaine, Marie, et puis Olivier, peut-être sur la première partie de la question. Oui. Alors moi sur la partie data domaine, on l'a découpé en fait, on a fait le choix de prendre les grandes fonctions de l'entreprise sur la durée de vie d'un projet en fait. Donc on a les achats, l'engineering, la construction et également les fonctions support type la finance, les RH, etc. Et justement, je trouve que c'était intéressant d'avoir une approche dédiée à chaque domaine, vraiment parler, aller à son rythme, à son niveau de maturité et parler son langage. Le data catalogue permet de fédérer toutes ces approches, donc il faut l'avoir structuré correctement pour qu'effectivement on parle le même langage. Et nous, ce qui est apparu, c'est aussi des besoins inter-data domaine de plus en plus, c'est-à-dire la construction qui se plaignait parfois de la qualité de données dont ils héritent des strates précédentes. Et donc là, on peut avoir des travaux en fait, vraiment dédiés d'un data domaine à l'autre. Peut-être que tu peux répéter la première, sauf si David, tu voulais... Non, moi, tout pareil, exactement. Et en fait, on a le même sujet avec la notion sur laquelle beaucoup des gens qui nous écoutent doivent avoir aussi travaillé, qui est la notion de feature team et de travail à l'échelle sur l'agilité. C'est-à-dire que si on veut travailler sur les sujets de digital, de techno, de données et de transformation à l'échelle, eh bien nécessairement, à un moment, on est amené à découper la chaîne de valeur
Et donc le meilleur découpage qui existe, et c'est ce qui vient d'être dit, il suit l'organisation de l'entreprise. Sinon, on invente quelque chose d'à côté et on n'a pas des vrais honneurs. Donc effectivement, le data ownership, il doit être découpé très clairement selon l'organisation de l'entreprise. Et si ce n'est pas possible, c'est que l'organisation de l'entreprise n'est pas la bonne. Oui, la question c'est comment on évite les silos et comment on évite les duplications. Enfin, c'est effectivement au niveau des objets métiers. Voilà, donc c'est vrai que dans les logiques de coordination, c'est un peu Olivier, je ne sais pas si... Alors je peux tenter une réponse, mais c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Hein. C'est le sujet des objets métiers qui sont typiquement les référentiels. Le client, il va être un peu partout. Alors, ça dépend comment l'entreprise est structurée, mais en général, les clients, on a tendance quand même à vouloir qu'ils soient partagés au sein de l'entreprise. Et c'est vrai aussi pour d'autres choses, c'est vrai pour les sites, c'est vrai pour parfois le catalogue produit, c'est vrai pour les partenaires. Voilà. Donc tous ces objets-là qui sont transverses, en fait, il faut désigner un des domaines comme propriétaire et curateur de ce domaine. Et puis après, on va dialoguer à travers la notion de data product, qui va être l'espèce de contrat qui va exister entre ce domaine et les autres. Mais évidemment, quand on travaille sur la formalisation de ce contrat, il faut associer tous les consommateurs de manière très étroite. Et c'est la difficulté qui est autour de ces domaines particuliers qui sont très transverses. Mais on les retrouve quand même assez souvent, je pense. Merci. Alors, une autre question rapide, celle-là. Est-ce que vous connaissez la norme 38 500 qui structure l'organisation de l'approche data-driven? Non, ben voilà, donc ça c'est Mathieu devra nous documenter, donc nos invités ne connaissent pas cette norme, donc voilà, donc on creusera le sujet. Christophe, tu connaissais cette norme? Non, je ne connais pas cette norme non plus. Donc on va investiguer. Donc je te laisse prendre le relais sur d'autres questions. Oui. Alors je voulais revenir aussi sur les environnements hybrides avec Xavier. Voilà, la donnée elle est disséminée dans plein de systèmes. On a parlé de cloud, hein. Beaucoup d'entreprises sont des environnements cloud public, cloud privé, enfin c'est un mix des deux. Comment on arrive à orchestrer la protection, la gouvernance de sa donnée dans des environnements qui en termes d'architecture sont de plus en plus complexes? Alors oui, en effet, c'est complexe parce que ce qu'on va retrouver généralement dans les entreprises, c'est on a un outil pour le on-premise, un outil pour le cloud, un outil pour des fonctions, on va dire, plutôt spécifiques, et rarement un outil complet, ce qui est notre avantage à nous, mais d'avoir un outil qui va avoir une vue globale, que ce soit du on-premise au cloud, et qui va nous permettre d'adresser l'ensemble de ces données. On prenait l'exemple tout à l'heure dans les vaccins pour le Covid. On a un client qui utilise l'avantage de cette capacité à traiter le on-premise et le cloud pour assurer cette notion de transformation et utiliser le cloud, c'est bien, hein, en fait, ça nous permet d'avoir des applications en fonction des hyperscalers ou non, hein, en fonction et qui vont être plus ou moins adaptées à un besoin particulier. Et en fait, le fait d'être capable de gérer tout ce périmètre hybride fait que en fait, ce client, chez nous, en fait, il se sert de la technologie pour envoyer chez un gros hyperscaler pour faire de la BI, et puis chez un autre pour faire du data scientist, en fait, avoir une application d'analyse. Et il utilise ces technologies. Alors, moi, je parle beaucoup de technologie, mais notre métier, c'est ça, c'est d'aider les clients à transformer leur entreprise grâce aux données. Clément, oui. On l'a peut-être un peu esquissé. On le sait, pour beaucoup d'entreprises, la prochaine frontière en matière d'utilisation de la donnée, et en tout cas dans la manière dont elle interagit, dont interagissent les algorithmes avec les clients, c'est le temps réel. Est-ce qu'il y a déjà aujourd'hui des cas d'usage plutôt temps réel de ce type de données, qu'elles soient structurées ou d'autres? Oui, alors on a un cas d'usage qui peut couvrir toutes les sociétés, qui est la sécurité, qui est l'étude en temps réel de tous les événements qui sont captés par certains capteurs ou autres, et qu'on va croiser sur des notions de sécurité informatique ou dans d'autres cas d'usage, par exemple de la détection de fraude en temps réel, ou tous ces cas d'usage vraiment liés à la sécurité, que ce soit informatique ou la sécurité des clients. Après, en termes de temps réel, on a des applications aussi
sur la reconnaissance, sur la détection d'objets, la reconnaissance visuelle. Donc par exemple sur des périmètres militaires à protéger qui font plusieurs centaines d'hectares, milliers d'hectares, avec des images en temps réel, des satellites, etc. Des sondes, par exemple on parlait de Nord Stream et ce qui s'est passé sous la mer, on peut détecter avec des images, on peut détecter aussi avec des capteurs sismiques, on peut détecter avec énormément de types de capteurs, et donc pour croiser toutes ces données en temps réel, pour avoir l'information la plus fiable et la plus rapidement possible, donc en temps réel, on a ces usages de la donnée non structurée qui peuvent être sur beaucoup de cas. Pareil avec la maintenance prédictive, il y a la maintenance prédictive où on peut voir par exemple, je sais pas, sur des chemins de fer où certaines pièces, on sait que dans 5 ans, il va peut-être falloir les changer. Donc ça, c'est du temps réel à 5 ans, sauf qu'il y a certains cas d'usage de maintenance prédictive où on a besoin d'un changement tout de suite, de déclencher une opération le plus rapidement possible pour envoyer un technicien faire ce changement. Donc on a beaucoup de cas d'usage aujourd'hui autour de ce temps réel. Et effectivement, c'est un passage, et c'est un passage assez compliqué aussi quand on scale et quand on arrive à déployer ces cas d'usage à l'échelle de société, à l'échelle du monde. D'accord. Parce que les cas d'usage dont vous parlez, ça m'évoque un cas d'usage que m'avait présenté Shafik Achetaoui, donc ex-Suez et aujourd'hui AXA. C'était sur les chaînes des incinérateurs, donc qui faisaient de la reconnaissance d'images pour pouvoir identifier les objets qui étaient susceptibles de provoquer des dégâts importants. C'était connecté avec les opérateurs pour qu'ils puissent agir le plus rapidement possible, et la valeur est facile à calculer puisqu'on évite d'arrêter une machine. J'ai une question encore du public. Oui, je t'en prie. Voilà, ouais. Alors, à propos d'environnement hybride, avez-vous déjà été confronté à la problématique de la data gravity? Quelles seraient vos recommandations sur ce point? Alors data gravity, ça vous parle, Olivier? Ça te parle non plus? Donc, Alors, je pense que ça fait référence au fait qu'il est plus facile de rentrer dans un cloud que d'en sortir. Et donc, effectivement, il y a une notion quelque part, pour des raisons de coût et de tarification des opérateurs du cloud, il y a une espèce d'attraction qui fait que le moins cher et le plus simple sera de mettre toutes les données au même endroit. Maintenant, c'est un problème qui est non résolu, je pense, aujourd'hui. C'est-à-dire que pour des raisons... si les clients font du hybride, en général, c'est pour des raisons un petit peu exogènes. Par exemple, je vais faire du Salesforce sur un cloud et je vais faire autre chose dans Azure parce que j'ai choisi Azure. Donc je serai de fait hybride, mais je ne peux pas demander, contraindre mes partenaires à tous adopter mon choix. Donc cette notion de gravité, elle existe de fait, mais voilà, je ne sais pas s'il y a une réponse définitive à la question qui est posée. Je pense qu'il faut éviter la partie lock-in, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on met toutes ces données au même endroit, si on parle de cette partie-là, dans ces cas-là, on reste dépendant de ce cloud, et comment on fait pour en sortir si jamais... Je pense peut-être ajouter un sujet de data gouvernance qui est toujours mon cheval de bataille, mais avec des bonnes pratiques en amont, avant l'ingestion des données dans le cloud. Se poser les questions, est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle va se périmer à un moment? Avoir les bons systèmes pour la supprimer ou l'archiver à temps, c'est l'avoir référencé, ça évite justement le côté trou noir. Toute cette cartographie, alors c'est peut-être la donnée critique, en fait, la criticité de la donnée, en fait, c'est exactement ça, et parce que tout ce qui est dans le cloud est payant. Il n'y a pas de secret. David, peut-être il y a un dernier sujet là-dessus aussi qui me tient vraiment à cœur, c'est la notion de réversibilité. C'est-à-dire que c'est vraiment important d'aborder ces sujets de cloud sans naïveté aucune, et d'avoir, quelle que soit la technologie, ça peut être les containers, ça peut être peu importe comment on s'y prend, mais de s'assurer que si on veut faire autrement, on peut faire autrement. Ça, je crois que c'est très important. Garder la liberté de son choix et de son arbitrage. Voilà. Je pense qu'on pourra retenir ça de conseil. Alors, on a des questions aussi concernant les sujets d'acculturation chez AXA, mais je pense qu'il faut peut-être en garder un petit peu pour le guide sur lequel vous bossez. Parce qu'effectivement, les retours d'expérience côté technique ont été appréciés, mais on a demandé effectivement les sujets d'acculturation chez AXA, s'il y avait des expériences, d'autres exemples. Mais voilà, je ne sais pas si vous en donnez quelques-uns. Oui, non, mais ce que je peux dire, c'est que d'abord, la meilleure acculturation, c'est de faire en sorte d'avoir des cas d'usage
qui fonctionne et sur lequel les gens dans les métiers puissent mettre la main dessus et ça marche. Donc, c'est les exemples que je prenais tout à l'heure. Au début, peu de gens qui travaillent, les actuaires sur le prix parce qu'ils sont habitués à faire les prix. Donc ça, c'est très logique et du coup, ils voient la valeur du big data et de l'IA. Ensuite, l'exemple que je donnais dans lequel on met ça dans les mains de milliers de conseillers. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du numéro de SIRET de l'entreprise qui permet d'avoir le prix sur la flotte auto. On peut donner aussi l'exemple d'un score qui permet de dire mais quand j'ai un client qui arrive en agence, quelle est son appétence à s'assurer en santé, quelle est son appétence. Et donc là, on voit bien qu'en mettant dans la main des conseillers, on leur montre, ils touchent du doigt la valeur de la donnée et ça permet à tous ces gens-là de se l'approprier. Et puis enfin, le dernier exemple, c'est le BI dont je parlais tout à l'heure, qui permet une appropriation beaucoup plus large dans l'entreprise. Donc ça, c'est un premier sujet, c'est des cas d'usage qui sont appropriés par tout le monde. Et ensuite, l'autre grand sujet, c'est de nommer des data owners, d'avoir des gens qui soient en charge de ces sujets-là dans les métiers, qui sont accompagnés, qui sont formés, ça a été dit tout à l'heure, et qui créent leur propre roadmap. Il faut arriver à trouver une solution dans laquelle on est ce que j'appelle en pool, c'est-à-dire c'est le métier qui tire et qui dit j'aimerais faire ceci ou cela à partir de la donnée, plutôt qu'une équipe centrale qui pousse, parce que ça ne marche pas. Voilà. Enfin, qu'ils soient acteurs. Ouais. Alors, je pense qu'il va être bientôt temps de conclure. On avait quelques minutes de retard, mais il nous reste encore 2 minutes pour... D'accord. Alors, je voudrais donner le mot de conclusion à Marie. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on pouvait vous souhaiter sur le plan des chantiers data cette année et sur l'année prochaine chez Technip Energies. C'est gentil, merci. Ce qu'on peut nous souhaiter, je pense qu'on a des bons fondamentaux sur lesquels il faut qu'on continue. On commence à avoir une bonne vision de là où on veut aller. Ce qu'il faut absolument, c'est qu'on délivre les use cases. Je pense que c'est le nerf de la guerre. On sait qu'il y a des gros enjeux derrière d'ingénierie data, d'industrialisation, et que c'est effectivement la meilleure manière de convaincre, c'est de sortir ces use cases et en mesurer la valeur. Voilà. Merci. Merci. Alors Christophe, tu as la main aussi pour conclure, mais parce que tu as un petit chantier sur essayer de restituer l'ensemble de nos échanges et surtout un guide qu'on essaie de construire. Effectivement, beaucoup des points que nous avons abordés ce soir ont été discutés en amont. Nous avons fait des interviews et toutes ces interviews, cette matière, ça sera compilé dans un guide qui sera à télécharger plus tard sur tous ces enjeux de data au service du business et de la création de valeur. Et on complétera sur la 38 500 qu'on va investiguer. Bon, si on trouve l'info. Merci à toutes et tous d'avoir joué le jeu de ces échanges. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour ces questions. Sans plus attendre, on va rendre l'antenne. Et puis, on va continuer à échanger avec nos invités. En tout cas, à très bientôt. Et puis, riche actualité autour de la data, donc sur la rubrique qu'anime Christophe. Donc, n'hésitez pas à suivre les dossiers à venir. Un gros dossier qui va être livré aussi au niveau d'Agency sur la gestion des nouveaux risques, donc en préparation, les risques et la cybercriminalité, la souveraineté, la résilience de manière générique, donc préparé par la rédaction, en préparation de nos 10 ans qu'on fêtera au mois de décembre, dignement, j'espère en votre présence également. Merci à toutes et tous, merci à vous encore, bravo, on peut applaudir tout le monde, et puis merci à nos invités, à notre audience d'être là, bravo, on peut vous applaudir. Merci pour l'invitation, merci. On rend l'antenne. À vous, Cognac G.